Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence débat, la dernière je pense de cette année académique. Aujourd'hui on va parler de multimédia, on va parler de capsules vidéo, on va parler finalement du numérique. Ça fait longtemps qu'on entend, enfin le numérique aujourd'hui j'ai l'impression que tout le monde doit avoir ça dans sa bouche quand on est dans l'enseignement. Mais ça veut dire quoi? On entend beaucoup de gens qui nous en parlent, qui nous disent des choses extraordinaires sur le numérique, mais quand on va se frotter à la réalité du numérique, en règle générale, on retourne assez rapidement sur son papier et ses crayons. Les vieilles habitudes sont souvent pernicieuses. Aujourd'hui, on a de la chance d'accueillir Jean-François Van de Pol. Il nous vient tout droit, contrairement à son nom, de l'Université de Lausanne. Ou de Bamako, c'est ce nom. Monsieur était en déplacement la semaine passée. Alors on a de la chance de l'avoir aujourd'hui ici parmi nous, malgré tout ce que l'Afrique a pu mettre en travers de son vol, de ses vols pour arriver ce matin à la HEP Valais. Jean-François, enfin Jeff, avant d'être à l'Université de Lausanne, il était à l'Université de Liège, en Belgique, et il a monté une cellule d'innovation pédagogique, on va dire ça comme ça, pour faire simple, il en parlera mieux que moi. Il travaillait beaucoup sur les MOOC, tout le monde sait évidemment ce que c'est que les Massive Open Online Courses, ces magnifiques nouveaux jouets des universités qui permettent de se faire connaître largement, beaucoup plus loin que son niveau de captation habituel, mais ce qui permet aussi aux gens, qu'ils soient formés ou bien pas, de se faire des idées ou de créer des connaissances sur un domaine X ou Y où vous avez un intérêt marqué ou simplement un petit intérêt, ce qui explique que certaines personnes vont tout à coup s'intéresser à la révolution genevoise par exemple, parce que vous avez un MOOC qui se développe à ce moment-là. Ça vaut le coup d'aller voir ce qui se passe dans ce monde étrange qu'est le monde du numérique. Ça fait une dizaine d'années que ça existe. Il y a beaucoup de belles choses qui se sont créées, notamment de nouvelles approches de l'apprentissage, le connectivisme. Et je pense que c'est des éléments qu'on a vraiment besoin de s'approprier aujourd'hui, qu'on soit étudiant, étudiante à la HEP, qu'on soit enseignant dans une école primaire ou secondaire, mais qu'on soit dans le tertiaire aussi. Le connectivisme, c'est vraiment quelque chose qu'on va nous forcer à faire. À la HEP Valais, on ne s'en rend même pas compte, mais nous faisons toutes et tous du connectivisme. On nous oblige à le faire avec l'hybridation de nos activités pédagogiques. Et là, vous allez voir l'étape suivante dans le connectivisme, en tout cas l'étape ultime, je dirais, qui est non plus de l'hybridation, mais ce qui est vraiment l'enseignement à distance. C'est très intéressant, mais comment est-ce qu'on le fait, comment est-ce qu'on construit ces éléments? Jeff va nous aider sur ce long chemin qu'on va emprunter à partir d'aujourd'hui, donc on emprunte déjà depuis fort longtemps, mais je pense que c'est intéressant de se poser la question sérieusement, comment est-ce qu'on scénarise notamment une capsule vidéo? C'est très facile aujourd'hui de se capter visuellement. Il y a plein d'exemples autour de la planète qui montrent à quel point ça fonctionne bien. Je pense à la Khan Academy, que tout le monde connaît évidemment. Si vous ne connaissez pas, c'est pas grave, vous tapez vite Khan Academy, ça existe même en français aujourd'hui. Mais après la conférence. Mais après la conférence, merci. Donc j'espère avoir un peu aiguisé ou aiguillé votre curiosité par rapport à ces capsules vidéo et cette scénarisation. Et puis place à Jeff pour nous parler de l'autostoppeur du numérique. Oui, merci Jeff. Merci. Écoutez, merci de l'accueil et donc merci de m'accueillir ici. Le titre est un peu amusant parce qu'en fait, historiquement, j'ai toujours rêvé de faire une conférence qui s'appelait Video Kill the Amphitheater Star, la chanson des années 80. Et puis un jour, il y a une collègue suisse-allemande, j'ai vu l'année passée un colloque à Louvain qui m'a piqué le titre et j'ai dit zut, il faut que j'en trouve un autre. Et ici, c'est un petit peu une espèce de hacking du guide de l'autostoppeur de l'espace. Je ne sais pas si vous connaissez le bouquin Hitchhiking Guide to the Galaxy and Far Beyond, non? On vous demande c'est quoi le secret de la vie, l'éternel et de l'univers. La réponse d'un ordinateur construit pendant des siècles, c'est 42.
Voilà. C'était un petit jeu comme ça. Mais c'est pas un open autostopper, pourquoi? Parce qu'en fait, historiquement, je suis un pédagogue, moi, donc je suis quelqu'un qui est un enseignant, un instituteur primaire au départ, puis je viens des sciences de l'éducation. Et moi, je suis rentré dans le numérique pas par la porte du geek, je suis absolument pas un geek. Je suis rentré par la porte du numérique parce qu'en fait, j'ai fait 10 premières années de ma carrière dans la formation d'enseignant pour l'Agence universitaire de la francophonie en Asie du Sud-Est. Donc j'ai vécu au Vietnam pendant 10 ans, formé des instituts, des profs de secondaire, et à l'enseignement bilingue. Et puis la révolution numérique, c'était déjà il y a presque 30 ans, ça. Donc la révolution numérique est arrivée fin des années 90, et là j'ai entendu les gens qui parlaient des aspects potentiels de démocratisation du savoir que ça a amené. Et moi je me suis dirigé vers le numérique pour ça, parce que je trouvais que c'était un bon vecteur de démocratisation de l'accès au savoir, et pas un principe technologique phénoménal. Et donc voilà, je suis arrivé en 2002 du Vietnam à l'Université de Liège, où j'ai commencé à travailler comme ce qu'on appelle un ingénieur pédagogique. C'est un mot que je déteste, mais voilà. Qu'est-ce qu'on dit ici? On dit ingénieur pédagogique aussi. Ouais. Vous verrez en fait, on en parlera tantôt. Moi je préfère le mot designer pédagogique parce qu'en fait en anglais on parle d'instructional designer, et je pense que ce terme-là est beaucoup plus adapté à ce qu'on fait que le mot ingénieur. Et puis le mot ingénieur pédagogique c'est avec les vrais ingénieurs, et donc c'est un autre problème aussi. À Liège, je m'occupais d'accompagnement des enseignants dans l'hybridation de leurs cours. On a commencé à faire de l'hybridation de cours avec des plateformes numériques comme on connaît tous. Je travaille sur Moodle, je pense, ici. Nous, à l'époque, c'était WebCity, c'était en 2005. Et donc, on a commencé à systématiser un peu les approches de blended learning, l'apprentissage hybride. Comme on avait peu de moyens et qu'on n'était que deux pour une université de 27 000 étudiants, on était très optimisants, on va dire. Et puis un jour, il y a un prof qui dit bah, « Tiens, j'aimerais bien qu'on filme ». C'était en 2008. Et on avait un petit caméscope dans le fond d'un tiroir, et c'est comme ça qu'on a commencé à filmer des trucs. On s'est vite rendu compte, on le verra tantôt, que filmer un amphi, ça sert à rien. Enfin, ça peut avoir un usage, mais c'est pas vraiment très recommandé. Donc on a commencé à penser, tiens, mais si on filmait quelque chose, comment on pouvait le scénariser. 2012-2013, on a commencé vraiment à créer des films pédas. 2016, la cellule innovation pédagogique MOOC. Là, on a produit près de 3000 films en 3 ans. Mais pas des films de façon technique ou comme un acte technique. Vous verrez que moi, je vois la création de multimédia pédagogique avec les profs comme un acte de professionnalisation. Donc en fait, nous, on travaille beaucoup les aspects pédagogiques. Et quand je vois un petit peu le modèle que je défends, il se met un peu à l'écart des modèles qu'on trouve. Quand on cherche un peu multimédia pédagogique, on entend beaucoup de conseils techniques, on voit beaucoup de logiciels, de façon de filmer, mais il y a très peu de gens qui disent ok, mais comment j'écris ça pédagogiquement? Et quand je scénarise une capsule, quels sont les principes pédagogiques que je mets derrière? Et un peu cette approche, la qualité pédagogique qu'on a amenée dans notre travail, et qui a amené que nos MOOC ont été suivis par près de 200 000 personnes, mais avec des taux de finition de 20%. Un MOOC, généralement, un taux de finition, c'est 3. Donc voilà, on avait essayé d'amener les choses en disant ok, si on fait des MOOC, on ne va pas faire des MOOC parce qu'il y en a déjà des milliers, on le verra tantôt, mais plutôt qu'est-ce qu'on peut amener dans cette dimension-là. Et à l'université où je travaillais avant, on a dit ok, on va amener la dimension développement des profs via la création de capsules, et on va amener la dimension qualité via une série de principes que j'ai énoncés tout à l'heure et qu'on s'est engagé à respecter. Et puis depuis janvier, je suis donc coordinateur de la division numérique et multimédia du Centre de soutien à l'enseignement de l'Université de Lausanne. Et comme ça, vous avez vu mon parcours en 5 minutes.